et je vais vous parler de cette forme particulière qui est le Multisystem Inflammatory Syndrome in Children, le MIS-C, et vous présenter le premier cluster tunisien de formes graves en réanimation pédiatrique. Alors les objectifs, c'est essentiellement de vous alerter sur cette nouvelle maladie émergente chez l'enfant et qui est en rapport avec la Covid-19 et vous proposer une approche thérapeutique pour les formes graves qui, je rappelle, nécessite une collaboration multidisciplinaire entre pédiatres, cardiologues, rhumatologues et réanimateurs. Alors, comme ça a été dit, que la Covid-19 ne touche pas beaucoup l'enfant, ne donne pas beaucoup de formes graves, mais dans le monde entier, la population pédiatrique Covid-19 est sous-diagnostiquée. Pas uniquement en Tunisie, ça c'est mondial. Le SDRA secondaire au Covid-19, effectivement, touche l'adulte principalement. D'ailleurs, dans notre service, on a eu un seul cas, une adolescente de 15 ans qui a présenté un SDRA grave, ventilé pendant 3 semaines et qui se rapproche plutôt des formes de l'adulte. Par contre, ce qu'on voit actuellement depuis début novembre, c'est l'émergence d'une nouvelle maladie sévère chez l'enfant en Tunisie. Alors, cette maladie a été décrite sous plusieurs appellations. Le PIMS-TS, syndrome post-Covid, on a dit aussi Kawasaki-like au départ, mais maintenant on s'accorde sur l'appellation MIS-C. Les premiers cas ont été rapportés par le Royal College of Pediatrics and Children's Health au Royaume-Uni, mi-avril 2020. Puis, il y a eu des cas rapportés par l'Italie, puis New York. Et maintenant, si vous tapez MIS-C sur PubMed, vous avez tous les jours de nouveaux papiers, plus de 188 papiers. Si vous mettez PIMS-TS, c'est plus de 159 papiers. Et il y a des nouveautés sur le sujet tous les jours. Alors là, vous ne voyez pas bien sûr tous les détails, mais je voulais rendre hommage à ce premier papier qui a parlé de Covid-19, de choc hyper-inflammatoire chez de grands enfants qui étaient graves, qui ont été hospitalisés à Londres. C'est une série de 8 enfants âgés entre 4 et 14 ans, admis pour fièvre de plus de 4 jours avec état de choc. Il y avait des signes digestifs chez 7 enfants, une conjonctivite dans 5 cas, éruption cutanée dans 4 cas. Tous avaient un syndrome inflammatoire marqué avec des CRP et des procalcitonines élevées. Tous avaient une dysfonction cardiaque, des enzymes cardiaques troponines et pro-BNP élevées. Comme vous savez, les troponines, ça signe une atteinte cardiaque, mais le pro-BNP a une valeur qui est plus pronostique. Plus c'est élevé, plus la défaillance est importante et ça permet aussi de faire les suivis des malades. Ces malades étaient très graves, donc il y a eu rapidement cette correspondance au Lancet le 6 mai 2020. 6 malades ont été ventilés. Un malade a été sous ECMO. Ils ont tous eu des inotropes, des inotropes. 6 patients avaient de la norépinéphrine. Tous ont eu des immunoglobulines et des corticoïdes et des antibiotiques. Et ils déplorent un seul décès. Donc, globalement, c'était un bon pronostic. C'est le malade le plus grave qui a été mis sous ECMO. Alors, il y a eu par la suite des définitions de ce MISC. La première définition, c'était celle du Royal College of Pediatric and Children's Health, puis la CDC, US, puis l'OMS. Alors, les items qui concernent ces définitions, il y a l'âge, tous l'âge pédiatrique, fièvre, les signes cliniques, le syndrome inflammatoire marqué, et la liaison avec le SARS-CoV-2 et le 6e critère, bien sûr, il faut exclure toute autre pathologie. Je vais m'attarder plutôt sur la définition de cas par l'OMS qui exige 6 critères obligatoires. L'âge pédiatrique entre 0 et 19 ans, une fièvre de 3 jours. 3e critère, au moins 2 signes parmi les suivants, donc une atteinte cutanéo-muqueuse ou musculaire, hypotension ou choc, dysfonction cardiaque, coagulopathie,
des signes digestifs. Donc, il suffit d'avoir 2 parmi ces 4 tirés. Il ne faut pas les avoir tous. Le 4e critère, c'est le syndrome inflammatoire biologique marqué. Le 5e critère, c'est qu'il n'y a pas d'autre cause, et notamment une infection bactérienne grave à staphylocoque ou à streptocoque. Et le 6e critère, c'est la notion d'exposition au Covid-19 qu'on retrouve soit à l'interrogatoire, donc un enfant qui a des parents qui ont eu une infection à Covid 4 semaines avant ou un peu plus, et ou bien qui ont une RT-PCR positive ou bien une sérologie positive. Il faut savoir que ces enfants avec MISC, dans 40% des cas, ils peuvent avoir une RT-PCR positive, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont contagieux. Alors la différence entre ces 3 définitions, c'est principalement ces 2 points. Pour le Royal College, il n'existe plus l'existence de preuves d'infection Covid. Pour eux, c'est lié au SARS-CoV-2. Donc, ni la notion d'exposition, ni la preuve sérologique ou par RT-PCR. La deuxième différence, l'âge n'a pas été spécifié par le Royal College. D'ailleurs, maintenant, on voit plus de publications sur le MIS-A, le MIS adulte. Par contre, l'OMS a précisé que c'est entre 0 et 19 ans et pour la CDC US, moins de 21 ans. Concernant la symptomatologie clinique, moi j'aime beaucoup cette publication, c'était la première d'ailleurs que j'ai lue profondément sur le sujet. Et sur ce schéma que vous voyez à gauche, il y a tous les signes qu'on peut voir avec un enfant, un grand enfant, déjà c'est un grand enfant, 9-10 ans, et qui est fébrile, qui a mal au ventre, qui a diarrhée profuse, vomissement, myalgie, décéphalée, un méningisme. Bien sûr, on peut ne pas retrouver tous ces signes en même temps. C'est des enfants qui peuvent avoir une éruption, ce n'est pas un signe constant, une chélite, une conjonctivite. Donc ces signes-là, éruption, chélite, conjonctivite, adénopathie, ça vous renvoie au Kawasaki. Par contre, ces malades-là, il y a une défaillance d'organes qui est caractéristique et c'est particulièrement le cœur qui est touché. Ils ont tous un syndrome inflammatoire biologique marqué. Alors, c'est une autre publication, une cohorte de 35 patients avec une médiane d'âge de 10 ans qui ont été admis pour choc cardiogénique ou pour syndrome inflammatoire, un choc hyperinflammatoire. Ce que vous voyez en rouge, ce sont les signes que vous avez l'habitude de voir dans le Kawasaki. Par contre, les signes en noir, ce qui est en noir, c'est des signes qu'on retrouve beaucoup plus dans le MIS, que ce soit l'atteinte cardiaque. Donc, bien sûr, ces patients étaient graves et avaient tous une dysfonction du ventricule gauche 100%. Il y avait une atteinte neurologique dans 30% des cas. Le tableau, le syndrome digestif, maintenant on l'appelle syndrome digestif, donc qui est très fréquent, 83%. Et bien sûr, l'âge, il s'agit plutôt de grands enfants. Alors là, ce sont des images récupérées de notre service, des malades que nous avons hospitalisés depuis novembre. C'est une chélite, comme vous le voyez. Là, c'est la conjonctivite. Il faut dire que c'est plus des yeux rouges. Hein. C'est des conjonctives injectées, bloodshot eyes. L'éruption cutanée qui est plutôt scarlatiniforme. Alors l'éruption, elle peut ne pas être présente dès le premier jour, elle peut apparaître par la suite. On a eu des malades qui sont déjà en réanimation pour la dysfonction cardiaque et chez qui l'éruption est apparue à J2 ou J3 d'hospitalisation. Et ce n'est pas un signe constant. Œdème des extrémités, que vous avez aussi l'habitude de voir dans le Kawasaki. Ça ne veut pas dire qu'ils ont une surcharge hydrique, mais c'est un œdème des extrémités. Alors, MISC versus Kawasaki syndrome. Ce qui est à noter, vous avez à droite les signes que vous avez l'habitude de voir dans le Kawasaki complet, incomplet ou le toxic shock syndrome et le MISC. Alors, l'âge est différent. Là, c'est une population de grands enfants. Par contre, pour le Kawasaki, c'est plutôt des enfants de moins de 5 ans avec un pic d'incidence à 10 mois. La fièvre, elle peut être de 24 heures ou un peu plus selon le CDC. Il faut une fièvre de plus de 5 jours dans le Kawasaki.
Il y a aussi une prédominance chez la race africaine et hispanique. D'ailleurs, les Chinois n'ont pas beaucoup parlé de MISC au début. Ce sont les Européens qui nous ont alertés en premier, par la suite les Américains. Les signes digestifs, le tableau digestif, la dysfonction d'organes. Et le MISC, dans la littérature, dans 70%, ils sont hospitalisés en réanimation. Par contre, moi, depuis que j'ai commencé ma carrière en réanimation, je n'ai jamais vu un Kawasaki admis chez nous. Là, je suis en train de voir des MISC. Concernant les anévrismes coronariens, on n'en sait pas encore beaucoup de choses dans le MISC. Est-ce qu'ils sont rares? Ce qu'on voit plutôt, c'est des dilatations des artères coronaires transitoires, inflammatoires. Comme vous le savez, dans le Kawasaki, notre hantise, c'est l'anévrisme coronarien séquelaire et puis la lymphopénie qu'on retrouve dans le MISC. C'est une publication d'une étude prospective observationnelle qui a réuni 47 réanimations pédiatriques en Espagne. Ils ont inclus tous les malades avec PCR Covid positif ou bien sérologie positive. Ils ont divisé en 2 grands groupes les patients avec MISC 45, donc vous voyez 45 patients dans 47 réanimations pédiatriques. 29 patients, c'est des patients Covid sans MISC. Et ce qu'ils ont noté comme différence significative selon les données démographiques, c'est essentiellement l'âge. Donc la population concernée par le MISC, l'âge moyen était ici, l'âge médian était de 8 ans. Plutôt de 9 ans et demi, alors que la population Covid-19, 3 ans et demi. Concernant les signes cliniques, par ordre de fréquence, chez ces malades MISC, il y a la fièvre dans 96% de leurs malades, l'hypotension artérielle, donc c'est des malades graves, 90%, et les douleurs abdominales, 90%. Là, par contre, vous voyez que pour les adénopathies qu'on a l'habitude de retrouver dans le Kawasaki, 5,4% seulement. Concernant les signes cliniques Covid-19 versus MISC, c'est une étude qui a réuni, c'est une méta-analyse qui a réuni 662 cas de MISC, 2367 de Covid. Ce qu'on constate, ce que vous voyez en orange, c'est le MIS-C. Ce que vous voyez en bleu, c'est les Covid. Alors, la symptomatologie digestive, les vomissements, la diarrhée, beaucoup plus fréquente chez les MISC. Et par contre, on ne retrouve pas l'atout, les signes qu'on a l'habitude de retrouver dans les formes symptomatiques déjà rares chez l'enfant. Alors là, pour vous montrer sur cette diapositive, ce que vous voyez en bleu, c'est le nombre de cas de Covid à Londres. Donc, on voit une ascension des cas de Covid, ça c'est lors de la première vague. Par contre, il y a un décalage par rapport à l'apparition des MISC et c'est pour ça qu'on est sur la théorie de la maladie post-Covid. Il y a un décalage entre l'apparition et la montée des cas de Covid et l'apparition et la montée des cas de MISC. La même chose, les mêmes résultats publiés par la série new-yorkaise. Alors, concernant la pathologie et la physiopathologie, c'est encore du domaine de la recherche, hein. On n'en sait pas tout. Tous les jours, il y a des hypothèses. Ce dont on est sûr, c'est que c'est une dysrégulation du système immunitaire qui est médiée par le SARS-CoV-2. Le SARS-CoV-2 jouerait un rôle de trigger de ces phénomènes immunologiques et inflammatoires. Et il y a plusieurs hypothèses qui sont en cours. Est-ce qu'il y a une prédisposition génétique? Bon, c'est possible, hein, puisque c'est plus fréquent dans la population africaine et hispanique, alors que le Kawasaki, on a l'habitude de le voir dans la population. Il a été décrit en premier chez les Asiatiques. Est-ce que ça dépend de la charge virale? Oui, il y a un papier intéressant sur le sujet que je vais vous montrer. Est-ce qu'il y a un rôle de super antigène du SARS-CoV-2? Est-ce que la formation des complexes humains qui est responsable de ces phénomènes inflammatoires et la théorie de l'auto-immunité est aussi à l'étude? Alors, c'est pratiquement ces diapositives, depuis que j'ai commencé à préparer ma présentation, je l'ai changé 3 fois, puisque tous les jours, il y a un nouveau papier et il y a une nouvelle théorie. Alors, ce qu'on sait
Comme vous le savez, ils ne font pas de forme grave respiratoire, oui, tout le monde s'accorde là-dessus, mais ce SARS-CoV-2 qui a pénétré, qui a atteint les voies respiratoires, ça dépendra aussi de la charge virale, de la susceptibilité génétique. Il y a quand même des super antigènes qui vont jouer le rôle de trigger, qui vont activer des macrophages, et ces macrophages vont présenter l'antigène et vont interagir avec les lymphocytes T. Les lymphocytes T vont déjà fabriquer beaucoup de cytokines. Il y aura un orage cytokinique responsable d'une réponse immunitaire et hyper-inflammatoire. Il y a aussi un crossover entre les lymphocytes T helper et les lymphocytes B qui vont produire des anticorps ou des auto-anticorps. Il y a la formation de complexes humains anticorps-antigènes. Tout ça, en tout cas, il y a une interaction des monocytes, des macrophages, des polynucléaires neutrophiles, et tout ça va être responsable de phénomènes inflammatoires importants qui peuvent toucher tous les organes, mais particulièrement le cœur et le système digestif. Sur ce papier, qui s'est posé la question pourquoi il y a des formes modérées qui vont être admises en pédiatrie et d'autres qui sont plus fréquents et qui vont être pris en charge en réanimation. Il y a la théorie de la charge virale. Alors, selon ce papier, les enfants qui ont une charge virale faible vont avoir une réponse très rapide de l'interféron et il y aura une clairance virale rapide. Et donc, on n'aura pas beaucoup de réponses de cytokines, d'interleukine 6, pas à des taux élevés. Par contre, si la charge virale est importante, il y a un retard de la réponse de l'interféron et donc il y a une clairance virale qui est plus lente, donc on va éliminer plus lentement nos virus et il va déclencher des phénomènes immunologiques et inflammatoires importants avec des taux qui ont été très élevés chez les patients avec MISC sévère. Et actuellement, nous sommes en train de faire le dosage des cytokines pro-inflammatoires chez nos patients à Pasteur. Alors, sur ce papier, il y a eu une petite série de comparaisons entre malades graves et malades moins graves pour chercher des facteurs prédictifs de gravité. Et on va peut-être se dire, grâce à ces facteurs, ce malade va aller en réa et ce malade ne va pas aller en réa. Alors, les 4 facteurs qu'on retrouve, c'est la lymphopénie sévère, la tendance à la thrombopénie, parce que d'habitude, dans les syndromes inflammatoires, les plaquettes sont plutôt élevées. Donc, tendance à la thrombopénie, l'hyponatrémie et aussi une insuffisance rénale, des chiffres anormalement élevés de créatinine. Mais c'est une petite série et on ne peut pas encore conclure. D'autres études parlent plutôt de chiffres très élevés de CRP et de procalcitonine comme facteurs prédictifs de gravité. Alors, concernant nos malades qui ont été admis en réanimation, alors le premier malade a été admis le 3 novembre et depuis, on a eu jusqu'à aujourd'hui 9 malades. Donc là, j'ai la série de 8 patients avec un âge médian de 8 ans avec des extrêmes entre 4 et 10 ans. Il faut dire qu'en réanimation pédiatrique, d'habitude sur l'année, on hospitalise une trentaine de grands enfants. Là, en un mois, on a eu 8 grands enfants. Le sexe masculin, 7 patients dans notre série, mais dans la littérature, il n'y a pas de prédominance masculine. Donc, il n'y a pas de prédominance de sexe. Tous étaient bien portants, il n'y avait pas de comorbidité, l'IMC était inférieur ou égal à 25, donc il n'y avait pas d'obésité. Le délai médian entre le premier signe clinique apparu, c'est-à-dire la fièvre, et l'admission en réanimation, est de 6,5 jours. Et c'est des malades qui ont consulté au moins 2 fois chez un médecin ou aux urgences. Donc, c'est pour ça qu'on est en train de vous parler aussi de cette pathologie qui est nouvelle, qui est méconnue, car
On aimerait bien que ce délai de consultation soit raccourci. Malheureusement, on déplore un cas de décès survenu hier. Un enfant qui est hospitalisé pendant 10 jours pour fièvre, et il y a eu l'apparition de ces signes un à un, la chélite, l'éruption, le malade qui ne va pas bien, et il est décédé avant le transfert en réanimation au service d'origine. Donc c'est une maladie qui est globalement de bon pronostic, mais il faut quand même faire le diagnostic et mettre en place le traitement. Alors, concernant nos malades, la fièvre était supérieure à 3 jours chez tous les patients. Ils avaient tous pratiquement une douleur abdominale. Et là, on a noté que 5 parmi nos patients ont été vus par le chirurgien. Et c'est tout à fait décrit dans la littérature. Donc, c'est des douleurs importantes au niveau de l'abdomen. Et c'est décrit aussi qu'ils consultent les chirurgiens. Il y a eu chez nos patients 3 échographies abdominales faites pour suspicion d'appendicite, un scanner abdominal qui a été fait, et il y a eu du jus qui est retrouvé. Donc, on peut très bien voir un épanchement péritonéal, comme on peut voir un épanchement péricardique ou un épanchement pleural. Donc, ça n'exclut pas du tout le diagnostic, c'est même évocateur. Alors, 7 patients avaient la diarrhée, 4 patients avaient des vomissements, les maux de gorge. Donc, c'est pour ça que pratiquement tous nos patients qui ont consulté au début ont été traités pour angine à la première consultation. Les céphalées ont été notées chez 5 patients, myalgie 6 patients, l'éruption cutanée chez 7 patients, mais pas forcément au moment où on a fait le diagnostic. Conjonctivite 5 patients, chélite 5 patients, méningisme aussi. Alors c'est des patients qui peuvent se plaindre de douleurs au niveau du cou. Et il y a un patient qui a eu une ponction lombaire au service d'origine. Donc ça peut aussi mimer un tableau méningé, et c'est aussi décrit dans la littérature. Bien sûr, nos patients étaient graves, donc ils avaient une dysfonction cardiaque 7 cas et l'hypotension à l'admission 3 cas. La notion d'exposition au Covid-19 a été retrouvée chez 4 patients, mais pas au premier interrogatoire. C'est-à-dire qu'il fallait refaire l'interrogatoire pour retrouver si les parents avaient présenté un syndrome grippal ou l'enfant 3 semaines ou 4 semaines avant l'apparition de cette symptomatologie. Concernant le tableau biologique, alors tous avaient un syndrome inflammatoire, comme vous êtes en train de le voir, avec des CRP qui dépassent les 300. Le patient 6 et le patient 8, ce sont nos patients les plus graves. Alors, ils avaient tous une lymphopénie, ils avaient des D-dimères élevés, fibrinogènes élevés, ils avaient des troponines et des pro-BNP élevés. Et chez 5 patients, on a des pro-BNP supérieurs à 25 000. Donc, ça témoigne de la gravité de la défaillance cardiaque. L'hyponatrémie pratiquement chez tous nos patients. Donc, comme vous le voyez, l'insuffisance rénale avec des chiffres de créate élevés chez 4 patients. La FEVG, c'est-à-dire la fraction d'éjection du ventricule gauche, était basse chez tous nos patients et particulièrement chez nos malades les plus graves. Vous voyez, donc on les a récupérés avec une FEVG de moins de 20%. Alors ça, sur ces diapositives, c'est l'un des patients, c'est le 8e patient d'ailleurs, qui a été admis. À l'admission, il avait 11% de FEVG. Il a été mis sous inotrope sur la voie périphérique avant de mettre en place le cathéter central. Là, c'est une série de malades graves avec choc cardiogénique. Et ce que je voulais vous montrer, c'est une série de 35 patients, c'est au fait la récupération rapide de la fonction cardiaque. Donc, dans cette série de 35%, de 35 patients, la fonction cardiaque était supérieure à 60% au bout de quelques jours, en moyenne 2 jours, et les extrêmes 2 à 5 jours.
Alors, concernant ce qu'on peut voir au niveau des coronaires, on parle plus dans cette pathologie de dilatation des coronaires qui a été observée dans 6 patients, dans 6 cas. Et par contre, ils n'ont pas retrouvé d'anévrisme coronarien. Concernant la prise en charge de nos patients, il y a eu 3 seulement qui ont été ventilés mécaniquement. Les autres ont été gérés par oxygénothérapie au débit. Tous ont été mis sous inotrope, dobutamine. Certains patients avaient nécessité, donc 3 patients avaient nécessité le passage à la milrinone, le chorotrope. On a utilisé le lévosimendan, qui est un inotrope sensibilisateur calcique qui coûte très cher chez un patient qui était très grave. La norépinéphrine a été utilisée chez 2 patients qui avaient une vasoplégie associée et c'est tout à fait décrit, notamment quand l'inflammation est très importante. Alors, tous avaient des immunoglobulines, 2 grammes kilo le premier jour et des doses fortes de méthylprednisolone. On avait ajusté nos traitements avec Dr Fitouri, donc je profite de l'occasion pour la remercier. Et on collabore pour peaufiner notre protocole de prise en charge. Ils ont été mis aussi sous aspirine, tous les patients à dose anti-agrégant plaquettaire, 3 à 5 mg kilo jour, et 5 patients avaient été mis sous HBPM. Alors, il n'y avait pas beaucoup de... Là, c'est une échographie toujours du patient, le dernier patient qu'on a eu, pour vous montrer qu'à J2 de prise en charge, la FEVG était à 30% sous inotrope. Et vous voyez qu'il est encore hypokinétique. Hein. Donc là, c'est un cœur qui ne se contracte pas bien, mais c'était déjà un mieux par rapport à l'admission. Concernant la prise en charge thérapeutique, au départ, il n'y avait pas de recommandation, et d'ailleurs, jusqu'à maintenant, on n'en a pas tout à fait. Et les recommandations du Royal College, c'était par rapport au support hémodynamique, support respiratoire, mais immédiatement, ils ont recommandé l'immunothérapie, les immunoglobulines de première intention, le CDC aussi. Alors, cette publication, ça fait quelques jours qu'elle a été acceptée, elle n'est même pas encore sur PubMed. C'est la 2e version des recommandations de l'American College of Rheumatology. C'est des rhumatologues, des pédiatres, des réanimateurs pédiatres, des cardiologues qui ont émis ces recommandations. La première version a été publiée en juillet et là, ils ont mieux précisé les choses sur la version 2. Alors, ce qu'ils recommandent, et là, c'est une forte recommandation, c'est de commencer le traitement par les immunoglobulines chez les MISC avant d'avoir tous les critères. Vous n'allez pas attendre forcément le résultat de la sérologie Covid ou la PCR Covid. Vous avez votre tableau de clinique, un enfant fébrile, la fièvre persiste, vous avez un syndrome digestif, douleur abdominale, diarrhée et aussi d'autres signes qui rappellent le Kawasaki, l'éruption, la conjonctivite, la chélite. Il faut immédiatement évaluer la fonction cardiaque et vous avez votre aussi syndrome inflammatoire avec des CRP élevés, des procalcitonines élevées, une lymphopénie qui est très évocatrice du diagnostic. Il faut commencer le traitement avant de réunir le 6e critère qui est une preuve de l'infection ancienne à Covid ou récente. Alors, sur cette recommandation, on voit aussi l'indication des corticoïdes pour laquelle on a opté d'emblée avec Dr Fitouri, c'est de mettre de fortes doses de corticoïdes pour les patients qui sont sévères parce que le phénomène inflammatoire est très important et on a remarqué qu'avec la baisse des marqueurs de l'inflammation, le patient s'améliorait. Alors, concernant les doses, ce sont les doses de 2 grammes kilo d'immunoglobuline selon le poids idéal. Là, ça a été précisé. Au début, on ne savait pas trop s'il fallait mettre 2 grammes kilo pour le poids réel du patient ou pour le poids idéal. Maintenant, c'est clair qu'il faut calculer le poids idéal pour le patient, c'est-à-dire le poids moyen pour l'âge, et vous prescrivez 2 grammes kilo d'immunoglobuline sur 6 à 12 heures en fonction aussi de l'atteinte cardiaque. Alors, il faut évaluer d'emblée la fonction cardiaque chez ces malades et si elle est très altérée, il faut faire attention, il faut les passer doucement les immunoglobulines. Les Français préfèrent les passer sur 12 heures, les Anglais plutôt sur 1 heure, sur une journée.
sur 2 jours, je voulais dire plutôt les Français sur 2 jours, 1 gramme kilo par jour pendant 2 jours, les Anglo-Saxons plutôt 2 grammes kilo en 1 jour, et il faut associer les diurétiques systématiquement chez les malades qui ont une altération de la fonction cardiaque. Alors, on s'est posé aussi la question, chez quelques malades, est-ce qu'il fallait donner une deuxième dose d'immunoglobuline si la fièvre persistait et si la dysfonction d'organes persistait au bout de quelques jours, parce que ça a été recommandé par les Américains. Maintenant, c'est clair, les recommandations disent non, il ne faut pas donner une deuxième dose d'immunoglobuline. Il faut passer à autre chose parce que ça risque d'y avoir des complications, notamment la surcharge et aussi l'anémie hémolytique. Et on vient d'avoir dans notre service un cas chez une patiente, c'était notre 9e patiente. Donc nous aussi, on est en train de découvrir cette pathologie qui était très grave et qui avait une insuffisance hépatocellulaire et la fièvre persistait. On a donné une deuxième dose d'immunoglobuline de 2 grammes kilo. 3 jours après, elle nous fait une anémie à 3 grammes et on a dû la transfuser. Maintenant, on sait que peut-être qu'on n'aurait pas dû donner cette deuxième dose d'immunoglobuline, mais entre-temps, tout le bilan de l'auto-immunité a été fait et il est en cours. Alors, les corticoïdes, c'est pour les formes sévères. Je vous parlerai de notre protocole de prise en charge. Là, ce que vous voyez, c'est aussi concernant les doses d'aspirine et les doses de HPPM. C'est des recommandations de 56 pages qui nécessiteraient à elles seules une demi-heure de présentation. Donc, vous pouvez les consulter sur PubMed. Alors, un mot sur notre propre protocole de prise en charge. Alors, le support respiratoire, le support hémodynamique qui est éco-guidé, on préconise d'utiliser comme première drogue la dobutamine, mais par la suite, si on passe à une autre drogue ou associer un vasoconstricteur, il faut que ça soit éco-guidé en fonction des données de l'échographie. On donne 2 grammes kilo d'immunoglobuline selon le poids idéal sur 6 à 12 heures, méthylprednisolone 10 mg kilo par jour pendant 3 jours, puis on passe à 2 mg kilo jour jusqu'à apyrexie stable pendant 48 heures et on ne passe à la voie orale que lorsqu'il y a une apyrexie stable. Et on va garder ce traitement pendant 2 à 3 semaines. L'aspirine, 3 à 5 mg kilo jour. 4 semaines si les artères coronaires sont normales. Il va falloir faire le suivi en cardio et en consultation externe en pédiatrie pendant plusieurs mois. Alors, je conclus. C'est une nouvelle maladie chez l'enfant. C'est une maladie sérieuse qui est liée à une exposition au Covid-19. 70% des malades, selon la littérature, sont admis en réanimation. Le pronostic est globalement bon, avec une mortalité décrite entre 1,5 et 3%, mais c'est des malades qui nécessitent une prise en charge. Alors, la fièvre et le syndrome digestif sont pratiquement constants, donc il faut faire attention à ces malades qui consultent pour fièvre plus douleur abdominale. Ne pas hésiter à dire aux parents, si l'enfant ne s'améliore pas, il faut reconsulter. L'atteinte cardiaque, elle est très fréquente et il ne faut pas hésiter à demander l'avis des cardios, faire une écho-cœur, évaluer la fraction d'éjection du ventricule gauche, faire le dosage des proponines et des pro-BNP. Le traitement repose sur les traitements symptomatiques, mais sur, bien sûr, les immunomodulateurs, les immunoglobulines et les corticoïdes. Et la physiopathologie, la pathogénie demeure imparfaitement élucidée. Merci pour votre attention.